La Cour suprême, depuis 1948, s'est prononcée plusieurs fois dans des cas où elle a contraint un gouvernement à limoger des ministres. Donc là-dessus, elle a la compétence de le faire. Un ministre est là pour donner la politique générale de son ministère, mais il n'est pas là pour exécuter, pour faire l'exécution et pour dire comment le directeur général du cabinet, ou alors le directeur général de la police, ou alors le chef d'état-major doit faire techniquement. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Alors vous êtes un peu notre expert en Cour suprême et hier s'est déroulée à la Cour suprême une séance particulièrement importante avec 9 juges, un aéropage de 9 juges, ce qui signifie bien l'importance de la démarche puisqu'il était question de la requête, on va dire, de la conseillère juridique du gouvernement, Galid Barab-Miara, de limoger le ministre de la Sécurité nationale, on va être très précis, de le limoger, de lui faire quitter son poste de ministre de la Sécurité nationale, pas obligatoirement de le renvoyer du gouvernement. C'est dans sa clémence ce qu'elle a apparemment décidé, parce que Itamar Ben-Gvir avait outrepassé ses fonctions et s'était immiscé, on va dire, dans l'action de la police, en particulier dans les enquêtes de la police. Alors, 9 juges ont débattu de cette requête. Ça a duré 10 heures et on a du mal à voir un peu ce que les juges ont établi. Ce que la presse dit ce matin, c'est elle a renvoyé, on va dire, dos à dos la conseillère juridique du gouvernement, Netanyahou et Itamar Ben-Gvir, afin qu'ils débattent ensemble et qu'ils arrivent ensemble à trouver une sorte de dénominateur commun qui permettrait de maintenir un statu quo, au moins jusqu'aux prochaines élections. Expliquez-nous d'abord, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette séance ? Quelle a été la position des juges et quelle a été, on va dire, la défense d'Itamar Ben-Gvir, de l'avocat d'Itamar Ben-Gvir, que l'on a beaucoup vu hier plaider. Faites-nous le clair sur ce qui s'est passé hier. Bien écoutez, comme vous l'avez dit, il y a eu quand même 10 heures d'audience, donc c'est une audience fleuve, et 9 juges de la Cour suprême, donc c'est une des... j'allais dire que le président de la Cour suprême peut décider, lorsqu'il y a un sujet de principe, de ne pas juger comme d'habitude à 3 juges, mais la Cour suprême peut se réunir sous une autre composition, ça peut être de 5 juges, de 7 juges, là hier c'était de 9 juges, donc on a pu voir a priori, ce qui veut souligner l'importance auprès de la Cour suprême de ces décisions, de cette décision. Je dois dire que cette décision, vous savez, la Cour suprême ne décide pas en 24 heures, je crois qu'on ne peut pas s'attendre, je vous donne le cadre, j'essaye de tracer le cadre au niveau temporel. On ne peut pas ça. Moi, je crois qu'avant les prochaines élections, la Cour suprême ne donnera pas d'arrêt pour limoger ou ne pas limoger Itamar Ben-Gvir. Ce sont des dossiers qui prennent du temps. En plus, il y a 9 juges, donc il risque d'avoir 9 opinions différentes. Donc, ça me paraît absolument impossible que dans les 24 heures, 48 heures, 1 mois, 2 mois, la Cour suprême puisse prendre une décision sur le sujet. Mais il y aura une décision de principe qui sera importante, qui sera prise. Ça, c'est sûr. Autre chose, que la Cour suprême renvoie dos à dos 2 institutions, qui sont donc la conseillère juridique du gouvernement d'une part, et le ministre en cause, c'est tout à fait classique, dans le sens où, évidemment, quand la Cour suprême, c'est la politique de la Cour suprême, d'ailleurs la politique judiciaire en général, quand la Cour suprême peut faire arriver à ce que les parties arrivent à un compromis, elle le fait. Quand elle peut éviter de décider, elle ne décide pas. Donc si vous voulez, tout à fait, il ne faut pas tout à fait... ça ne veut rien dire. Alors justement, est-ce que ça veut peut-être dire aussi que la Cour suprême a compris qu'elle ne devait pas trop rentrer profondément dans ce dossier parce qu'elle risquait d'être accusée de politisation, de s'immiscer dans des projets, dans des affaires qui sont purement les affaires de l'exécutif ? Alors,
Ça ne veut pas dire ça, non, parce que quand il y a toujours je vous dis, dans n'importe quel sujet, dans n'importe quel débat, et je vais vous dire même sincèrement, dans des conflits même civils, les juges ont pour tendance à toujours dire, écoutez, c'est de vous arranger, voilà, vous avez tel et tel problème, elle dit au requérant, vous avez tel et tel problème, elle dit au défendeur, vous avez tel et tel problème, essayez d'arranger, c'est tout à fait dans la culture, j'allais dire, juridique israélienne, le compromis fait partie de quelque chose qui est tout à fait coutumier ici, d'autant plus entre deux institutions, hein, donc on parle quand même de deux institutions qui permettent l'avancement, le bon fonctionnement de l'État. Donc moi, j'aurais pas dit ça. Maintenant que vous dites aussi quelque chose sur lequel je suis absolument d'accord, et ça c'est la politique de la Cour suprême depuis la création de l'Israël. Elle évite, mais elle évite quand elle peut éviter de s'immiscer, elle ne s'immisce pas. Et alors il y a eu des cours suprêmes qui étaient plus frileuses, un peu moins frileuses, mais a priori, c'est pas la Cour suprême qui se saisit de ces dossiers. On l'a saisie. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, elle est prise, entre le marteau et l'enclume, entre sa tendance à ne pas vouloir s'immiscer d'une part, mais d'autre côté, sa tendance à vouloir décider en droit d'autre part. Donc si vous voulez, c'est toujours, la politique judiciaire de savoir quand est-ce qu'on donne un arrêt ou on donne pas un arrêt. Sur le fond, est-ce qu'il y a eu des précédents dans l'histoire? Il en a été question, je crois, hier dans le débat, de la Cour suprême qui s'immisce dans une décision Alors, de limoger un ministre ou pas. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire un petit zoom out. En fait, en 10 heures de débat, il a été abordé deux types de questions. La première question, et c'est ça que vous avez entendu sûrement l'avocat d'Itamar Ben-Gvir, en disant au juge, vous n'avez pas compétence de trancher. En fait, il a joué un petit peu, j'allais dire, si on peut en parler, à la Vergès. Dans le sens où Vergès allait défendre des délinquants, ou des criminels, même c'est plus que des délinquants, et il disait au juge, vous n'avez pas la compétence de trancher ce terroriste, parce que souvent c'était des terroristes. Et ben c'est un petit peu la stratégie qui avait été faite par l'avocat de Itamar Ben-Gvir. Toute proportion gardée, bien entendu. Oui, bien entendu, vous avez bien compris mon cynisme. Donc bien sûr. Et il disait au juge, vous n'avez pas compétence de trancher parce que Itamar Ben-Gvir a été élu démocratiquement et j'allais dire la majorité derrière lui l'avocat, puisque moi je représente un élu et pas derrière vous parce que vous n'avez pas été élu. Alors évidemment là-dessus c'est une grosse question. Enfin, c'est pas une grosse question d'ailleurs juridique parce que la réponse est tout à fait claire. La Cour suprême depuis 48 s'est prononcée plusieurs fois dans des cas où elle a contraint un gouvernement à limoger des ministres. Donc là-dessus, elle a la compétence de le faire, ou elle s'est octroyée la compétence de le faire. Non, mais alors justement, oui, c'est-à-dire, mais c'était pas des cas semblables. Je crois que avoir entendu hier le juge Yitzhak Amit qui disait il y a des catégories, on va dire, de décrets de la Cour suprême en fonction de certaines situations. Par exemple, il y a le fameux cas Pinchasi qui a au cours duquel la Cour suprême a forcé le gouvernement à limoger un ministre du parti Chasse parce qu'il était impliqué, je crois, dans des affaires de corruption, si je ne m'abuse. De corruption. Même d'Eri. Mais là, ils avaient été jugés par la justice. Là, Itamar Ben-Gvir, la requête de la conseillère, c'est sur la base on va dire, de sentiments ou sur la base de preuves qui lui ont été amenées par ses services. Et il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu d'inculpation d'Itamar Ben-Gvir. C'est différent. Alors oui, mais attendez, là on parle de la compétence. Donc ça veut bien dire que la Cour suprême a la compétence de demander le limogeage d'un ministre. C'est-à-dire que là, vous parlez d'un autre niveau. Oui. Là, on va parler au seuil de la compétence. Donc, je disais que moi, ça me paraissait évident, c'est un cours de droit de base, que la Cour suprême a la compétence de vérifier qu'est-ce qui se passe au sein des ministres du gouvernement, parce que ce sont des ministres du gouvernement qui sont censés représenter le peuple israélien, donc ils ont le droit, et elle a le droit de limoger. Alors là, vous me parlez dans quelles conditions? Ça, c'est autre chose. Vous avez absolument raison que sur le fond, par exemple, l'affaire de Deri Pinchasi, c'était les fameuses jurisprudences qui ont été dites. Dès qu'un ministre est inculpé, alors à ce moment-là, il doit démissionner. Et d'ailleurs, j'allais dire, il y a même la jurisprudence Benjamin Netanyahou, disant que dès qu'il y a un premier ministre qui est inculpé ou un candidat premier ministre qui est inculpé,
eh ben, il n'a pas l'obligation de démissionner. Donc, si vous voulez, tout ça, ça prouve quoi? Ça prouve bien que le tribunal a bien la compétence de trancher. Maintenant, sur le fond, en effet, ce problème, sur le fond, l'affaire de Itamar Ben-Gvir est extrêmement compliquée. Parce qu'en effet, la Cour suprême n'est pas comme un tribunal normal. Elle ne va pas auditionner des témoins, elle ne va pas pour pouvoir trancher des faits, si vous voulez, elle a de vrais problèmes. Pas dans un tribunal normal, c'est les témoins qui apportent les faits, ils sont interrogés, ils sont contre-interrogés, la Cour suprême ne le fait pas. Donc si vous voulez, vous avez absolument raison. Moi je pense que sur le fond, je ne suis pas sûr que, même si elle est compétente, je ne suis pas sûr qu'elle va intervenir sur le fond du dossier. Oui. Bien que Itamar Ben-Gvir a été suffisamment imprudent pour lui-même déclarer, parce qu'on sait bien que c'est un ministre qui est haut et en couleur, lui-même déclarer des choses et faire des déclarations qui sont a priori illégales, a priori portent atteinte à l'indépendance de la police, plutôt, excusez-moi, oui. Et a priori, d'ailleurs, il se vante de s'immiscer dans les opérations de police, chose qui lui est interdite. Donc, si vous voulez, j'allais dire, au niveau des preuves, oui. Il va dans le sens du procureur, dans le sens où il va lui-même, j'allais dire, porter les preuves à sa charge. Oui, alors je le comprends bien. On a parlé, les juges ont parlé de politisation de certaines institutions, comme la police, qui risquerait effectivement d'être teintée de couleur politique si le ministre de la Sécurité nationale s'y immisçait un peu trop. Mais est-ce que, on va dire, il n'y a pas ici une forme d'hypocrisie de la part des juges? Parce que, là encore, les juges de la Cour suprême, on en a parlé la semaine dernière avec le décret qui avait été signé Shabbat permettant la manifestation contre le gouvernement avec 600 personnes alors qu'il y avait des restrictions imposées. Les juges eux-mêmes peuvent être qualifiés de politisés. Oui, d'abord, premièrement, ils ne se sont pas prononcés hier. Oui, ils ne sont pas hier, les juges. Non, vous avez eu des avis. Il y a eu des juges, sur les 9 juges, il y a eu des avis qui sont différents d'ailleurs. Moi j'ai pas écouté les 10 heures, mais enfin j'ai écouté une grande partie des débats. Vous voyez très bien les différences. Il y a la différence qui existe entre le juge Stein, le juge Stolberg. Ils ont d'abord, la Cour suprême hier n'a fait qu'entendre et a fait, j'allais dire, de confronter les avocats aux propres problématiques de leur propre dossier. Donc, si vous voulez, a priori, ça, vous pourrez peut-être critiquer l'arrêt de la Cour suprême lorsqu'il sera édicté. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas dans le stade de le faire. Maintenant, il est tout à fait clair que selon la loi, un ministre, si vous voulez, les tâches sont extrêmement bien réparties. Un ministre est là pour donner la politique générale de son ministère, mais il n'est pas là pour exécuter, pour faire l'exécution et pour dire comment le directeur général du cabinet, ou alors le directeur général de la police, ou alors le chef d'état-major doit faire techniquement. Si vous voulez, c'est pas au ministre de pouvoir promouvoir tel ou tel officier. Il ne rentre pas dans les détails techniques. C'est ça ce qu'on appelle l'indépendance de la police. Pour éviter qu'une police soit une police judiciaire, une politique, pour éviter ça, pour éviter qu'une police devienne une milice d'un ministre, et ça c'est depuis la création de l'État d'Israël, la police est défendue par le directeur général de la police, le Mafkal Amishara, je ne sais pas comment exactement la traduction exacte du terme, et ce Mafkal a une indépendance par rapport à son supérieur hiérarchique. Oui. Alors, il doit écouter évidemment sa politique générale. Il est nommé par le ministre, mais à partir du moment où il est nommé, c'est lui qui est en charge, j'allais dire, de tout ce qui est au niveau technique. On a parlé, par exemple, au niveau de la promotion de tel et tel officier. Et donc, un ministre ne doit pas faire une ingérence au sein de l'indépendance de cette institution. Et c'est ce qui lui est reproché, d'ailleurs.
Eh bien, on a bien compris. On va attendre le verdict de la Cour suprême. Vous semblez nous dire que ça va pas être de sitôt et que ça sera probablement après les élections, lorsque Itamar Ben-Gvir ne sera peut-être plus ministre de la Sécurité nationale. En tout cas, merci beaucoup, maître Philippe Koskas, de nous avoir éclairé donc sur ce dossier assez complexe, il faut bien l'avouer, mais qui nous ramène aux relations très tendues entre le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique en Israël. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, Daniel. Bonne journée.